messieurs. Merci de vous être levés de si bonne heure pour profiter du climat tourangeau, particulièrement doux et agréable, comme vous avez pu le constater. Comme il est de tradition lors de ces forums, c'est quelques minutes, enfin cette heure est consacrée à des échanges beaucoup plus professionnels et ne concernent que les membres de l'éducation nationale, soit les inspecteurs, les chefs d'établissement, les chefs de travaux, les enseignants qui sont là, et nous permettent assez traditionnellement donc d'évoquer un certain nombre de sujets d'actualité, soit que nous avons éventuellement quelques informations que nous avons à vous transmettre, soit pour répondre à vos questions. Alors, bon, c'est vrai qu'en fonction des sujets qui sont traités dans ce forum, en fonction des thèmes et en fonction de l'actualité, les différents inspecteurs généraux qui sont intervenants dans le secteur de l'hôtellerie-tourisme assurent cette animation. L'année passée, c'était Christian Petitcola. Il est aujourd'hui en plein travail, puisque il est chargé de remettre lundi matin la maquette définitive des nouvelles épreuves du concours de recrutement, des concours de recrutement, aussi bien du CAPLP que des CAPET, pour l'économie-gestion et pour l'hôtellerie-tourisme. Puisque, et là c'était un premier élément d'information, mais là je pense que ça n'est pas un scoop, vous savez que les ministres, puisque le dossier est géré par les deux ministres de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale, les ministres ont souhaité donc, après la publication des décrets en juillet, sortir très prochainement, avant la fin de l'année civile, l'ensemble des définitions d'épreuves, de façon à ce que pour 2011, le concours 2011, nous ayons les nouvelles maquettes, les nouveaux concours, pardon, en relation avec ce qu'on appelle communément la masterisation. Bien, alors, je reviendrai sur ce sujet. Donc aujourd'hui, Christian Petitcola, évidemment, vous salue, mais n'est pas présent parmi nous. Par contre, Alain Henriet, donc mon collègue qui s'occupe des formations tourisme, est présent, et Jean-Claude Billier, donc responsable du CERPET, et donc le CERPET étant l'organisme bien connu, du moins je l'espère, qui notamment a pour vocation d'organiser les relations avec les professionnels, avec le monde professionnel, et principalement dans sa dimension formation. Et là, aujourd'hui, nous fait le plaisir d'être descendu du Nord, où il paraît que le climat est absolument extraordinaire aussi, pour venir profiter de la douceur tourangelle. Bon, alors, si vous voulez, quelques sujets, avant peut-être de vous laisser la parole et de vous laisser la possibilité de répondre, enfin de poser quelques questions. Bon, la masterisation, je viens de l'évoquer. Les grands axes, les grandes orientations ministérielles ont été données à la suite des réunions des groupes techniques dont vous avez, j'imagine, lu les comptes rendus dans la presse, au moins syndicale. Vous savez qu'il y a un certain nombre de groupes qui ont été réunis, pilotés par des recteurs des universitaires, qui ont rendu au ministre un certain nombre de recommandations. Et à partir de ces recommandations, les ministres ont donc demandé à ce que nous arrêtions définitivement des propositions de maquettes. Propositions de maquettes, elles sont, en ce qui concerne l'économie-gestion et l'hôtellerie, elles ne sont pas révolutionnaires au sens où elles reprennent assez fidèlement, elles devraient, je suis assez prudent parce qu'il y a encore des arbitrages possibles, elles devraient reprendre celles que nous avions proposées il y a maintenant plus d'1 an, et donc se situer sur un schéma qui est le schéma le même pour tout le monde, en 2+2, 2 épreuves qui seraient des épreuves d'admissibilité centrées sur les compétences scientifiques et techniques, et 2 épreuves d'admission qui seraient plutôt centrées sur les compétences professionnelles au sens enseignement du terme, avec une épreuve sur dossier, une épreuve plutôt de leçons. Alors, bien évidemment, pour le secteur de l'hôtellerie-restauration, il nous faut trouver les modalités dans ce cadre général qui permettent de vérifier
la maîtrise de compétences techniques, cette fois-ci au sens hôtellerie-restauration, au sens économique du terme, pour que les enseignants qui soient évidemment, qui rentrent en formation et qui après soient mis devant les élèves, sachent de quoi ils parlent en matière de cuisine, de restaurant, d'hébergement ou de service en salle. Donc, bon, le principe d'avoir donc dans ce cadre de 2+2 des épreuves pratiques avec des modalités spécifiques permettant de vérifier les compétences des candidats, ce principe est acquis. Christian Petit-Collat est en train de réfléchir aux modalités qui vont permettre justement de vérifier ces compétences, et notamment un élément sans doute qui est à ce titre-là sans doute déterminant. Nous sommes en train de voir avec le ministère dans quelle mesure il serait possible d'introduire une note éliminatoire sur l'épreuve technique, c'est-à-dire l'épreuve de maîtrise des techniques professionnelles, de façon à ne pas recruter des enseignants qui seraient totalement incapables d'assurer un minimum, de maîtriser un minimum ce que Gérard Cagnat appelle le geste, dans des secteurs où c'est pas la peine que je vous rappelle combien cela est important. Bien, donc voilà sur la masterisation où nous en sommes. Nous avions également, dans le domaine plus particulièrement du tourisme, souhaité faire évoluer la maquette. Je crois qu'Alain, on peut en parler, même si les choses ne sont pas encore totalement actées, faire évoluer la maquette et faire du CAPET tourisme une 5e option du CAPET économie-gestion. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aurait plus de spécificité tourisme, mais comme en économie-gestion, pour le CAPET, on a une spécialité GSI, enfin gestion des systèmes d'information, ou une spécialité comptabilité, eh bien nous aurions une spécialité tourisme, c'est-à-dire que la partie gestion des activités touristiques. Gestion des activités touristiques, comme le dit Alain. Donc nous aurions effectivement, notamment dans l'épreuve d'admissibilité qui, peu ou prou, sera une épreuve d'étude de cas, enfin ce que nous appelions précédemment l'étude de cas, qui là sera un peu remodelée pour intégrer le management. Eh bien nous aurons une étude de cas, nous aurions des cas qui seront centrés sur les problématiques du tourisme. Bien, alors ça c'est encore à l'arbitrage, c'est une proposition que nous avons faite et nous attendons les réponses définitives, mais normalement, encore une fois, nous devrions avoir sur ces différents sujets des réponses avant la fin de l'année civile, bien évidemment, parce que chacun aura compris qu'il est plus que temps d'engager et les opérations, les plans de formation pour les enseignants et tous les sujets sur la fabrication, enfin les questions, pardon, sur la fabrication des sujets, l'organisation des épreuves, surtout sur les calendriers, surtout si les calendriers des épreuves sont des calendriers singulièrement modifiés, voire bouleversés par rapport à ce que l'on connaît à l'heure actuelle. Puisque, là encore, bon, ce n'est pas un scoop, mais c'est une hypothèse de travail. Une hypothèse de travail, il n'y a rien d'autre. Hein. Je le dis de façon très, très claire, ne prenez pas cela pour argent comptant, mais vous avez peut-être vu, soit dans les dépêches de l'AEF, soit dans les courriers syndicaux, que les groupes de travail ont préconisé au ministère de découpler les épreuves d'admissibilité des épreuves d'admission, de façon à très rapidement pouvoir indiquer aux candidats admissibles qu'ils sont admissibles et donc les engager à travailler sur une phase de réflexion sur le métier d'enseignant pour se préparer aux épreuves d'admissibilité, mais surtout pour permettre à ceux qui ne seraient pas admissibles de poursuivre et terminer leur master dans une logique qui ne serait pas une logique d'enseignement, hein, mais qui serait un master en référence avec leurs études universitaires et qui leur permettrait de postuler à d'autres emplois que ceux de l'enseignement. Hein. C'est la question des reçus collés. Donc si vous voulez, pour éviter d'avoir brutalement en fin d'année
en fin d'année de M2, des gens qui se retrouveraient, qui auraient été engagés pendant une année complète dans une recherche, une préparation d'un concours et qui se retrouveraient brutalement collés avec un M2 enseignement et finalement pas de porte de sortie, eh bien les groupes techniques ont préconisé d'essayer, dans toute la mesure du possible, d'anticiper les épreuves d'admissibilité, c'est-à-dire de les mettre le plus tôt possible dans l'année, de façon avec une proclamation des résultats d'admissibilité relativement tôt, de façon à ce que les étudiants puissent, avant la fin du premier semestre de l'année de M2, eh bien, s'orienter soit vers la poursuite d'études universitaires, voilà, en prenant du recul par rapport à leur objectif de carrière, soit se préparer pour les épreuves d'admission. Bon, là, les choses ne sont pas encore complètement calées, parce qu'il y a, vous voyez bien que derrière ces aspects, chacun comprendra qu'il y a quand même des aspects techniques, organisationnels qui sont assez complexes à mettre en œuvre, mais on s'oriente vers une hypothèse de cet ordre-là. Donc, vous voyez, un simple rétro-planning nous permet d'anticiper que si nous devons travailler sur l'idée d'avoir des épreuves d'admissibilité en octobre-novembre de 2010 pour le concours 2011, 2010 pour 2011, il est plus que temps que nous ayons les décisions prises. Donc nous devrions les avoir assez prochainement. Voilà, alors sur ce sujet de la masterisation, mais bon, si vous avez des questions, nous sommes prêts à y répondre. Quelques mots sur la situation des réformes ou des rénovations, puisque nous avons dans notre secteur une espèce de stratification d'un vent de réforme, la réforme du lycée professionnel, de la voie professionnelle, la réforme du secteur de l'hôtellerie, la réforme de certains diplômes dans le domaine du tourisme, et je crois qu'il faut qu'on aborde cette question, puis après je laisserai peut-être la parole à mes collègues sur certains des sujets, notamment Jean-Claude, sur l'activité du CERPET, la formation des enseignants, peut-être certaines informations sur ces questions. Bon, sur la voie professionnelle. Alors sur la voie professionnelle, où en sommes-nous dans le secteur de l'hôtellerie-restauration? Alors, vous savez que nous sommes à titre dérogatoire toujours dans la phase expérimentale. Nous sommes toujours dans la phase expérimentale. Ça ne veut pas dire que le secteur de l'hôtellerie-restauration va échapper à ce qu'on appelle la généralisation du bac pro 3 ans. Ça veut dire que le délai, la date à laquelle nous aurons une généralisation n'est pas encore complètement arrêté. Je crois qu'il faut dire les choses de façon très claire, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans les réflexions. Le principe général de la généralisation du bac pro 3 ans n'est pas remis en cause. Il sera appliqué dans tous les secteurs de la voie professionnelle, y compris l'hôtellerie-restauration. Le sujet, pour nous, c'est de savoir quand. Alors, le quand va être déterminé par quoi? Le quand va être déterminé par plusieurs choses. Le quand va être déterminé par, d'une part, la position des professionnels. La position des professionnels dans le secteur qui, pour ceux d'entre vous qui ont suivi l'évolution, et je la qualifierais de contrastée et de plus ou moins longue à trouver une forme de cohérence. Autrement dit, après avoir longuement hésité entre l'acceptation totale, le rejet total, face à la difficulté aussi à l'intérieur de ce secteur d'activité à se mettre d'accord sur la position à adopter et sur leur vision commune de l'impact et de la façon de gérer cette question du bac pro en 3 ans, ils ont décidé de conduire une enquête. Donc ils sont en train de réaliser une enquête qui n'est pas encore totalement dépouillée et à partir des résultats desquels ils vont conclure et faire des préconisations au ministère sur la meilleure façon de mettre en place
le baccalauréat 3 ans dans le secteur de l'hôtellerie-restauration. Autrement dit, pour l'instant, et de façon très concrète, ce que nous avons à faire les uns et les autres, chacun dans ses postes de responsabilité, chef d'établissement, inspecteur, chef de travaux et enseignant, c'est de suivre au plus près, pour l'instant, les expérimentations Bac Pro 3 ans dans le secteur de l'hôtellerie et d'en tirer les conclusions qui s'imposent sur un certain nombre de points que je voudrais quand même rappeler. Pour l'hôtellerie, l'enjeu est tout de même important, bon, pour toutes les voies de formation professionnelle en France, mais particulièrement pour l'hôtellerie parce que, comme vous le savez, nous avons quand même un certain nombre de singularités. Singularité dans l'hôtellerie, la première d'entre elles, Christian Petitcola aime à la rappeler, même si ça ne fait pas plaisir à tout le monde, 70% des emplois sont au niveau 5. Quand on a 70% des emplois dans le secteur qui sont donc sur des formations de type CAP ou BEP, on peut dire que l'objectif à terme, c'est d'en avoir 70% au niveau 4. Ce n'est pas pour autant que les entreprises vont plier et dire bah oui, finalement, on recrutait des CAP, maintenant on va prendre des bacs pro. Bon. Alors, elles peuvent le faire. Chacun connaît les risques, et notamment de déqualification à l'embauche qu'il y a derrière, qui serait sans doute pas ce que nous cherchons. Donc il est clair qu'il faut partir, même si l'évolution est favorable, même si, enfin, tendanciellement, on s'aperçoit qu'il y a une élévation, y compris dans le secteur de l'hôtellerie-restauration, du niveau 5 vers le niveau 4. Cette élévation, elle est très lente, et en tout état de cause, elle nous conduit à considérer qu'il faut maintenir une offre de formation au niveau 5, maintenir une offre de formation au niveau 5, à un niveau qui correspond à la fois à une demande sociale et à la fois à des besoins économiques. Et c'est là où on touche du doigt la première complexité de la mise en place de ce Bac Pro 3 ans. Si la mise en place de ce Bac Pro 3 ans doit conduire à ce qu'on hypertrophie l'offre au niveau 4 et que, parallèlement, on n'ouvre pas ou on ferme, pour des raisons budgétaires, l'offre au niveau 5, on va passer à côté du sujet. On va passer à côté du sujet, c'est une façon un peu rapide de dire qu'on va laisser sur le carreau un certain nombre de jeunes qui n'iront pas en Bac Pro 3 ans et qui partiront. On ne va pas former suffisamment de jeunes au niveau 5 par rapport aux emplois. Et là c'est une autre question spécifique à l'hôtellerie, on risque de créer des déséquilibres que nous allons évoquer lors des réunions nationales avec nos collègues inspecteurs territoriaux lundi et mardi prochain dans le secteur de l'économie-gestion, mais du tertiaire des services, des équilibres par rapport à la question des poursuites d'études. Une autre dimension, en effet, du sujet sur cette réforme de la voie professionnelle, et qui est une dimension à aborder avec certaines complexités, hein, c'est la question du devenir des bacheliers professionnels et de leur poursuite d'études. On sait très bien que mécaniquement, multiplier le nombre de bacheliers professionnels, qui est un enjeu social majeur, hein, qui s'inscrit dans la loi, notamment dans la loi Fillon, de 80% d'une classe d'âge diplômée du baccalauréat, puis au-delà, 50% diplômés d'enseignement supérieur. Quand on va multiplier le nombre de diplômés de bacheliers professionnels, on va mécaniquement augmenter l'attraction pour les études supérieures d'un certain nombre de bacheliers professionnels. Alors vous savez que par rapport à ça, il y a plusieurs attitudes, hein. Vous avez un certain nombre de décideurs un peu, une position un peu fataliste en disant, bah, puisqu'il y a une demande, il faudra qu'il y ait une offre, et puis qu'en face, on les accueille. Moi, je dis attention, quand on regarde les taux d'accès au diplôme, je ne parle pas des taux de réussite, je parle des taux d'accès au diplôme, des bacheliers professionnels dans l'enseignement supérieur, il faut quand même être très prudent.
bien évidemment, dans un certain nombre de formations, ça marche plutôt bien. Et il faut regarder pourquoi ça marche bien. Et il faut en tirer des conclusions qui s'imposent, notamment sur l'accompagnement des bacheliers professionnels dans l'enseignement supérieur. Par contre, dans d'autres formations, on sait très bien que ça marche mal. Je ne parle pas de l'université, même pas à peine d'en parler, taux d'échec 100% garanti, sauf cas marginaux. Mais bon, dans les formations qui nous intéressent, les formations de techniciens supérieurs, il faut regarder au cas par cas la situation. Sur le secteur de l'hôtellerie, les choses sont assez claires. Quelles sont les possibilités de poursuite d'études dans le secteur de l'hôtellerie? On a 3 possibilités. On a responsable d'hébergement, on a BTS hôtellerie, mercatique gestion, BTS hôtellerie, art culinaire, cuisine. Art culinaire, cuisine, on peut en discuter. On peut en discuter, effectivement, moyennant accompagnement, moyennant un travail finalement qui ne demande pas, qui demande un projet pédagogique, mais sur lequel on peut discuter. D'accord. Sur l'option mercatique gestion et sur responsable d'hébergement, il faut être lucide. Il ne faut pas vendre de la monnaie de singe et dire c'est possible. Ce n'est pas vrai. En l'état actuel de la structure des diplômes, ça n'est pas possible. Du moins, ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible à un niveau suffisamment efficace du dispositif et qui ne nous conduise pas à leurrer les jeunes et des familles. Donc là, il faut être absolument lucide. À l'heure actuelle, nous sommes confrontés dans le secteur de l'hôtellerie, par rapport à ces possibilités de poursuite d'études des bacs pro 3 ans, à un vrai goulot d'étranglement qui pose question et que nous ne devons pas nier. Donc, il y a là un sujet qui est un sujet important. Bon. Autre question qu'il faut aborder, je parlais tout à l'heure, j'aurais peut-être dû d'ailleurs le développer, sur le bilan de l'expérimentation. Et là, j'en appelle véritablement à un échange le plus important possible entre les chefs d'établissement, les inspecteurs, les équipes pédagogiques, pour que nous ayons une vision la plus claire possible de l'impact qualitatif en termes de recrutement de la mise en place des bacs pro 3 ans. Je le disais à un proviseur représentant d'une association professionnelle présent dans la salle, Madame Vaffier, en aparté, les informations qui me remontent du terrain et que j'ai pu aller constater moi-même en visitant certains établissements sont extrêmement contradictoires. Extrêmement contradictoires. Vous avez dans certaines classes des enseignants qui sont enthousiastes et qui vous disent on a vu arriver des élèves que jamais on ne voyait auparavant, c'est vraiment un public tout à fait différent, et voilà, et c'est très bien, on peut que s'en féliciter. Vous en avez d'autres qui vous disent finalement on se pose quand même des questions parce que on voit dans ces élèves de seconde arriver des jeunes qui savent pas trop finalement ce qu'ils veulent faire, pour lesquels l'horizon 3 ans c'est quand même quelque chose d'assez éloigné, qui finalement auraient bien été en CAP, mais comme ils n'ont pas trouvé de place, ils sont venus en bac pro 3 ans, et on ne sait pas trop quoi en faire. Enfin bon, on entend un peu tout, et je crois que il faut véritablement être en mesure de faire très rapidement une évaluation, peut-être provisoire, mais une évaluation de l'impact de la mise en place de l'expérimentation de ce bac pro 3 ans. Je reprends très rapidement les études qui avaient été réalisées par certains de mes collègues à l'inspection générale il y a déjà quelques années sur les conditions de réussite de la mise en place de ce bac pro 3 ans. On avait identifié dans la population des lycéens professionnels, c'est un peu l'image des 3 tiers. L'image des 3 tiers, c'est-à-dire qu'on dit globalement sur l'ensemble de la population française, tout ça étant sujet évidemment à nuances locales et sectorielles, mais on a 3 catégories d'élèves qui se répartissent à peu près en un tiers, un tiers, un tiers. On a une catégorie d'élèves pour lesquels nous savons très bien les uns et les autres, même si ça ne nous fait pas plaisir, que leur horizon scolaire, c'est le CAP, c'est le niveau 5. Ils ont ou très peu d'appétence ou très peu de compétences pour aller au-delà. Et donc, pour cette catégorie d'élèves, il est absolument nécessaire de maintenir un niveau 5, le niveau 5 étant une garantie
et dans l'hôtellerie professionnelle, je crois qu'il faut le revendiquer, d'insertion professionnelle réussie, avec des emplois qui sont, en plus des emplois qui sont généralement relativement bien répartis sur le territoire, donc avec peu de problèmes de mobilité, même si la mobilité est un facteur quand même d'ascension et de carrière. Bon, on sait quand même que c'est pas ce qui caractérise les populations qui sont concernées par ce que je viens de dire. On a un avantage véritablement à jouer à ne pas négliger cette catégorie d'élèves. On a, à l'autre bout du spectre, on a une seconde catégorie qui sont ce que j'appelle moi les rebelles du système scolaire, c'est-à-dire sont les jeunes qui en 4e, 3e n'ont pas forcément respecté les codes scolaires, ont été, je reprends l'expression, orientés par des conseils de classe de 3e qui, parce que effectivement, soit ils n'avaient pas fourni l'investissement intellectuel jugé nécessaire, soit parce que, encore une fois, ils ne respectaient pas certains codes, on leur a dit, bah, toi mon grand, tu vas finir ta vie scolaire au lycée professionnel. Il ne faut pas se cacher. Voilà, ça c'est l'autre catégorie. Et ces gens-là, ces jeunes-là, ils n'ont pas de compétences ou de capacités différentes de leurs petits copains qui sont en lycée technologique ou général ou technologique. Ce sont les mêmes. Simplement, à un moment donné, voilà, ils ont été sélectionnés. Donc, pour cela, pour cette catégorie-là, le bac pro 3 ans, c'est la solution. C'est la solution pour les remotiver, c'est la solution pour effectivement faire en sorte que ils puissent engager, y compris des poursuites d'études, dans une voie qui n'est pas la voie générale et technologique, et la voie professionnelle, mais voilà, à égale probabilité de réussite. Et puis il reste un autre, le centre, le milieu d'élèves relativement indécis quant à leur capacité, indécis quant à leur appétence scolaire, indécis quant à leur capacité d'aller soit dépasser le niveau 5. Et c'est pour cela qu'il y a sans doute c'est sur cette catégorie-là qu'il y a sans doute le travail le plus important à faire en termes de projet pédagogique. Il faudrait là aussi pouvoir avoir le temps d'évoquer les projets pédagogiques qui ont été recommandés et suscités, portés par les textes qui encadrent la réforme de la voie professionnelle, pour savoir si justement les équipes pédagogiques, les équipes administratives se sont emparées des marges de manœuvre qui sont possibles maintenant, avec notamment dans les grilles horaires, pour construire ces fameux projets pédagogiques qui devraient, de mon point de vue, être essentiellement, non pas uniquement, mais en grande partie centrés sur justement cette catégorie d'élèves-là qui a besoin d'une action particulière, dans une logique de très grande flexibilité, de très grande flexibilité, c'est-à-dire en acceptant l'idée de parcours qui peuvent passer d'un niveau 5 vers un niveau 4 parce que, après avoir engagé une formation en CAP, on se dit, bah, finalement, il en a les compétences, il en a l'appétence, et je veux aller jusqu'au bac pro, donc je peux réintégrer un bac pro 3 ans. De la même façon, quelqu'un qui est en bac pro 3 ans, qui dit, bon, finalement, moi, le bac pro 3 ans, c'est pas ce que j'ai envie de faire, ou parce que donc, je veux avoir un CAP, il doit pouvoir retrouver le CAP. De la même façon, quelqu'un qui est en bac pro 3 ans, qui dit, bah, moi, j'ai envie d'aller en BTS, il doit pouvoir retrouver une place en voie technologique. De même que quelqu'un qui est en voie techno et qui dit, bah, finalement, moi j'ai envie d'aller travailler le plus vite possible, et donc il doit pouvoir retrouver dans la voie professionnelle. Et toutes ces passerelles et ces flexibilités qu'il y a derrière, ça ne doit pas rester un discours, ça ne doit pas rester quelque chose de totalement théorique. Ça doit trouver concrètement sur le terrain une mise en place. Alors avec toutes les difficultés effectivement de mise en place, parce que je n'ignore pas quand même que, notamment pour les chefs d'établissement, en termes d'emploi du temps, pour les équipes, en termes de travail, c'est un degré de complexité supplémentaire, mais je crois que c'est une des clés de la réussite de cette réforme. Donc voilà, je vais pas je vois qu'Alain commence à regarder sa montre, effectivement, je suis long sur le sujet, mais je crois que c'est vraiment, sur cette question de la voie professionnelle dans le domaine de l'hôtellerie, on est vraiment là à un moment charnière où il faut qu'on se pose les bonnes questions, qu'on ait les bons outils d'analyse, qu'on ait les bonnes informations, et vous avez une contribution tout à fait déterminante, il faut absolument qu'on continue à échanger sur cette question.
très rapidement sur les autres sujets, la voie technologique hôtellerie. Alors, certains d'entre vous ont peut-être trouvé que dans les discours ministériels, le silence du ministre sur les autres voies technologiques que industrielles était assourdissant. Il fallait pas y chercher je ne sais quoi derrière, d'annonces cachées, de disparition ou de non-intérêt du ministre sur, d'une part, la voie technologique économie et gestion et la voie technologique hôtellerie. Simplement, il faut y voir la situation particulière dans laquelle se trouvent nos collègues industriels qui sont véritablement, compte tenu de la baisse alarmante des effectifs dans les séries industrielles, dans une situation extrêmement critique. Et donc, nous avons dans ce pays une ardente obligation de rénover en urgence la voie technologique industrielle pour, bien sûr, compte tenu des programmes qui ont plus de 20 ans d'âge, les actualiser, et surtout faire en sorte qu'on rééquilibre les flux au regard des emplois et de l'activité économique. Donc, le ministre s'est exprimé sur la rénovation de la voie industrielle. Pour autant, même s'il n'en a pas fait l'annonce officielle, il s'est également en interne exprimé sur sa volonté de rénover l'ensemble de la voie technologique qui est maintenue. C'est-à-dire que le discours ministériel, il est clair, la voie technologique est maintenue à côté de la voie générale et à côté de la voie professionnelle, et les séries technologiques à l'intérieur seront, à des degrés divers, rénovées dans le cadre de la réforme du lycée. Alors la série STG nettement moins que les autres, parce qu'elle est beaucoup plus récente, évidemment, donc elle sera à la marge, je dirais, revue dans le cadre de cette réforme. La série hôtellerie va être vraisemblablement dans un délai qui n'est pas encore totalement fixé, mais le ministre va nous demander, du moins il semblerait que la décision soit sur le point d'être prise, d'engager la réflexion sur la rénovation de la voie technologique hôtellerie. Donc là-dessus, il n'y a pas de... La seule question qui se pose, c'est quand, encore une fois. Hein, la seule question qui se pose, c'est quand. Elle va être engagée très prochainement. Avec deux points qui sont acquis et qui sont des points qui concernent l'ensemble des voies, nous aurons introduction dans cette voie technologique hôtellerie de l'ECJS pour une demi-heure hebdomadaire, demi-heure hebdomadaire qui sera vraisemblablement prélevée sur l'horaire d'histoire-géographie, et nous aurons introduction, selon des modalités qui restent à définir, de 2 heures d'accompagnement personnalisé. La voie hôtellerie n'échappera pas à cette règle générale. Voilà. Je ne peux pas vous en dire plus sur la nature de cette rénovation. Nous verrons bien. Il y aura les procédures habituelles de réunion d'un groupe d'experts composé d'experts universitaires du secteur. Ça va être un peu compliqué dans le secteur hôtellerie, mais bon, nous avons l'habitude de chefs d'établissement, d'inspecteurs, d'enseignants, et qui vont rendre un rapport sur leurs préconisations en la matière, puis après le travail habituel de réflexion sur les programmes. Mais comme vous le savez, en 2007, on avait déjà une base de départ qui n'était pas inintéressante, sur laquelle nous allons vraisemblablement pouvoir retravailler. Voilà. Alors comme j'ai déjà beaucoup parlé et que je souhaitais aborder encore donc 2 points, la rénovation du BTS Tourisme, des BTS Tourisme, et puis les activités du CERPET, je vais en profiter pour laisser la parole à mes collègues. Donc je ne sais pas, Alain ou Jean-Claude sur le CERPET. Alain, peut-être sur donc la rénovation du secteur tourisme. Oui, très rapide, le point sur la rénovation des BTS du secteur tourisme. Depuis le mois d'octobre, il y a une commission émanant de la 17e CPC qui a pour mission de travailler, de réfléchir sur l'opportunité de rénover les 2 BTS et surtout dans quelle direction. La procédure de travail est celle relativement habituelle dans ces CPC, c'est d'essayer d'identifier les emplois
présents et futurs surtout, dans ce secteur d'activité. Donc là, sur les premières réunions qui ont eu lieu en octobre et en novembre, nous avons commencé à faire le point avec le rapport du CEREC sur le sujet, et en particulier à partir de l'enquête qu'on appelle Génération 2004. Donc c'est la sortie d'une génération d'élèves de l'année 2004 et l'observation 3 ans plus tard, donc fin 2007, sur leur situation professionnelle. Et il y a eu un abstract concernant le tourisme à la fin de l'année 2008, qui montre, là je suis sur l'enquête CEREC, qui montre que cette population, d'une façon générale, dans un secteur par ailleurs relativement flou, est toujours caractérisée, parce que ça confirme la précédente enquête sur le sujet, génération 98, et assez globalement surdiplômée ou sous-qualifiée déqualifiée dans le niveau des emplois, un peu moins payés que les titulaires du diplôme de référence, soit au niveau bac, soit au niveau BTS, soit au niveau licence professionnelle, de l'ordre de 10 à 15%, avec un turnover assez important. Mais il n'en reste pas moins que c'est un secteur attractif, créateur d'emplois et relativement dynamique dans ses évolutions. Alors, en ce qui concerne les secteurs d'activité, nous avons souhaité, au niveau de cette commission, d'élargir un peu les acteurs ou les partenaires ou les groupements professionnels interrogés. Évidemment, on a commencé par les représentants des agences de voyage, le SNAV, et ça tombe relativement bien puisqu'ils viennent de remettre à plat l'année dernière leur convention collective. Et ils ont introduit une nouvelle classification de leur personnel. Il n'empêche que, et ça c'était confirmé dans les statistiques du CEREC, qu'il y a une part relativement significative de titulaires de BTS en particulier, qui sont dans des qualifications au niveau employé, et non pas agent de maîtrise, voire cadre. Au-delà des agences de voyage, on élargit en voyant d'autres secteurs, alors soit qui existaient mais qui se sont regroupés ou qui représentent une masse un peu plus significative, tels que le SNELAC, c'est-à-dire les représentants des parcs de loisirs, d'attractions, casinos, zoos, etc., dont l'activité, elle, se développe de façon très significative, mais aussi l'hôtellerie de plein air et d'autres partenaires. Ce matin, au petit déjeuner, là, on déjeunait avec Monsieur Corr, qui est intervenu hier, donc sur la société Smartbox et ses partenaires dans le domaine. C'est un secteur où il y a un niveau d'embauche significatif. Il nous disait que ils ont 40 postes à pourvoir là actuellement. Donc, et ils recrutent de façon assez significative des titulaires de BTS tourisme. Donc, il y a des processus de vente qui changent, donc il va falloir en tenir compte, mais il y a aussi d'autres partenaires, et on est en train de les interroger pour faire le point sur, d'une part, les qualifications, les reconnaissances dans les conventions collectives de ces secteurs, et puis sur les attendus en termes de connaissances, de compétences, dans chacun des domaines. Donc on est sur cette phase-là qui devrait se terminer au printemps, et à l'issue de ça, on pourra lancer le chantier de rénovation des diplômes qui sont associés dans ce secteur. Bien, merci Alain. Jean-Claude, peut-être sur le centre d'études et de ressources pour les professeurs de l'enseignement technique. Donc, Jean-Marie Panazol a fait état des réformes qui traversent actuellement tous les endroits du système éducatif et qui touchent particulièrement le domaine de l'hôtellerie, restauration, tourisme. Bien évidemment, le CERPET va continuer de vous accompagner dans ces évolutions
vous accompagner sous les formes que je qualifierais d'habituelles, c'est-à-dire en offrant toujours des stages aux enseignants durant les vacances scolaires, dans des établissements, dans des organismes qui sont en lien avec vos spécialités. Bien sûr aussi, nous continuerons à proposer des stages longs. Nous avons quand même eu le plaisir de réaliser avec le groupe Accor notamment, mais d'autres également, un certain nombre de stages de ce type qui consistent à envoyer un professeur pendant 1 an en entreprise. Ça n'est pas rien. Nous l'avons même fait à l'étranger. C'est vous dire que l'activité du CERPET dans ce domaine est tout à fait intéressante. Et puis la troisième modalité, c'est bien évidemment d'organiser, à votre intention, les journées d'animation que l'inspection générale met à votre disposition chaque année et dont le CERPET assure la logistique. Donc rien de nouveau pour les activités traditionnelles du CERPET. Mais je ne peux m'empêcher, étant présent ici, de vous dire que nous sommes en exploration, c'est très tendance, hein, l'exploration ces temps-ci. Nous sommes en train d'explorer un partenariat avec l'IEHCA. Et tout particulièrement dans le domaine dont il a été question il y a quelques instants, à savoir celui des masters. Donc pour le moment, nous n'en sommes qu'à quelques balbutiements, nous avons pris des contacts, nous espérons pouvoir signer entre le CERPET et l'IEHCA une convention assez rapidement, convention qui aurait pour objectif de préciser quelques actions que nous pourrions conduire ensemble. Donc je pense que vous allez être assez nombreux à retrouver le CERPET sur votre route. Je pense que c'est bien et j'espère en tout cas que vous trouverez, et je n'en doute pas, la qualité de l'offre de formation continue que nous pouvons vous proposer, puisqu'il faut bien reconnaître que dans les académies, au fil des années, les plans académiques de formation se sont financièrement réduits un peu, même beaucoup à certains endroits, compte tenu du nombre aussi. Il est très difficile de proposer aux enseignants des différentes spécialités, hôtellerie, restauration, tourisme, des stages de formation académique. Le CERPET, dans la mesure où il peut intervenir au plan national, est là, bien entendu, pour offrir cette ressource. Bien, merci. Alors, sur les différents sujets qui ont été évoqués, peut-être avez-vous un certain nombre de questions, d'interventions, de remarques à formuler. Donc c'est, voilà, comprendre peut-être quelques questions. Madame, vous aviez une... Alors, une question concernant le bac pro 3 ans, monsieur pourquoi les séances de travaux pratiques ne vont pas être allongées, sachant qu'on va sortir une année scolaire? Et est-ce que cela, ça suppose pas que les élèves vont être en difficulté et en rentrant dans le monde du travail et vice versa poser un problème pour les entreprises par leur manque de temps? Oui, alors, poser effectivement une question qui, dans le secteur, est une question centrale et notamment qui fait l'objet de la réflexion avec les professionnels, c'est-à-dire de savoir comment est-ce qu'on peut obtenir le même niveau de qualification professionnelle dans une logique de bac pro 3 ans. Alors, bon, à cela, il y a plusieurs réponses possibles. Il n'y a pas une solution, une réponse unique. La première, c'est d'abord de constater qu'il y avait quand même entre des compétences professionnelles, des capacités de niveau 5, donc celles qui étaient travaillées en CAP, en BEP, et celles qui étaient travaillées en bac pro, des zones de recouvrement, on va dire ça comme ça, un certain chevauchement, et qu'il est possible, en travaillant de façon peut-être un petit peu plus rationnelle, de contourner l'obstacle que vous venez d'éviter. La deuxième piste de réflexion, c'est au travers des stages en entreprise, des stages de formation en entreprise, et la troisième piste qui est également travaillée, c'est de revoir les diplômes. À l'heure actuelle, vous le savez, les diplômes, et notamment le diplôme de bac pro, est un diplôme polyvalent, qui a pour objectif de former
à différentes capacités professionnelles, que ce soit en salle ou que ce soit en cuisine, l'hébergement étant quand même mis de côté, et la réflexion des professionnels est de voir s'il ne faut pas scinder en 2 bacs pro, un bac pro qui serait plutôt orienté cuisine et un bac pro qui serait plutôt orienté salle. Ce qui permettrait donc de laisser beaucoup plus de temps, puisqu'on aurait 3 ans pour les former à la cuisine ou 3 ans pour les former à la salle. Alors évidemment, la question, est-ce qu'on doit faire le sacrifice de la polyvalence? À quel niveau? Total? Sacrifice partiel? C'est la question qui est débattue à l'heure actuelle avec les professionnels. Mais voilà les quelques pistes de réflexion sur ce sujet qui, bien évidemment, ne nous a pas échappé ni à nous, ni aux professionnels. Y a-t-il d'autres questions? Madame Vaffier, oui. Ça me paraît une idée particulièrement intéressante, à laquelle d'ailleurs nous pourrions envisager d'associer les inspecteurs territoriaux qui travaillent sur le secteur de l'hôtellerie et qui, à mon avis, seraient également très intéressés pour contribuer justement à cette enquête, mais surtout à son analyse. Voilà. Mais je vous remercie de cette proposition qui me paraît simple. Éventuellement récupérer des jeunes issus de 3e et puis de les positionner pendant une période plus ou moins longue qui serait de 2 mois, peut-être de 3 mois, et de définir avec eux un projet professionnel qui nous permettrait de mieux les orienter soit vers un CAP, soit éventuellement sur un bac pro. Je ne sais pas si ça se fait déjà, apparemment nous n'en avons pas encore entendu parler, mais que pensez-vous personnellement de cette proposition qui pourrait être faite? Alors, enfin, je ne sais pas exactement, enfin, après, il faut définir précisément les modalités. Dans l'Académie de Nice, il y avait eu une expérience de ce type qui était antérieure à la généralisation du bac pro 3 ans, qui d'ailleurs a servi peu ou prou d'exemple, si ce n'est de modèle, lors de la mise en place de cette réforme de la voie professionnelle. Et qui était quelque chose qui, dans son principe, ressemblait à ce que vous venez d'évoquer. On voit bien une réaction, enfin un commentaire très, peut-être assez général, mais toute solution qui permet à un jeune, qui donne le droit à l'erreur à un jeune, et qui lui offre des perspectives, alors que les voies traditionnelles, les voies classiques l'ont au contraire orienté ou lui ont fait des propositions qui, au bout du compte, ne lui conviennent pas. Toute solution qui lui permette d'infléchir son parcours et de revenir dans une autre voie me semble bonne, par définition. On voit bien que la clé, elle est la clé de nos, je ne l'ai pas évoqué, mais nos 140 000 jeunes qui sortent sans qualification. C'est pas dans une mesure unique, universelle. C'est si ce n'est dans du coût humain, du moins dans des solutions qui vont être le plus adaptées possible aux réalités locales, sociales et personnelles du jeune. Donc oui, bien sûr. D'autant qu'on sait que dans le secteur, on a des possibilités de travail en ce sens. Merci, monsieur. D'autres questions, sachant que nous approchons de l'heure. Monsieur le doyen, en continuant sur le bac professionnel 3 ans, est-ce qu'il serait imaginable
puisque vous avez dit tout à l'heure qu'il ne fallait pas leurrer ni les jeunes, ni les familles concernant les poursuites d'études. Est-ce qu'il serait imaginable puisque la première adaptation va mourir un peu de sa belle mort avec la fin du BEP, de créer une première année de BTS qui serait d'adaptation pour cette population qui, on le sait, est relativement fragile dans l'enseignement général et qui va nécessiter, sans aucun doute, du soutien pour pouvoir progresser au même rythme que les autres. Alors, là, il faut s'entendre, me semble-t-il, sur les propositions. Et je vais peut-être écarter une hypothèse de façon très ferme et définitive. S'il s'agit de créer une classe de mise à niveau pour des élèves de bachelier professionnel, on voit bien que socialement et humainement, c'est assez inacceptable. On ne peut pas d'un côté dire on vous retire 3 ans pour des raisons d'égale dignité ou je ne sais pas, enfin bon, je vais reprendre le discours, et vous dire, bah oui, mais mes chéris, on vous a retiré 3 ans, mais on vous en met 1 an de plus pour les études supérieures. Il y a quand même quelque part une escroquerie là, dans laquelle il faut pas tomber. Donc cette solution-là, je l'écarte. Après, trouver des solutions pédagogiques, d'adaptation, de formation à des publics spécifiques, qui ont des besoins et des appétences spécifiques et des compétences spécifiques. Parce que il faut bien évidemment se garder de dire qu'un bachelier professionnel qui poursuit ses études, il n'a que des handicaps. Il a aussi des compétences, il a aussi des atouts. La question, c'est de savoir en quoi ces atouts sont en adéquation avec la formation supérieure et comment les mobiliser, comment travailler, justement l'aider à compenser les éventuelles faiblesses. Alors évidemment, à partir de là, des projets pédagogiques qui peuvent se monter sont multiples et les solutions sont multiples. Et il ne faut rien s'interdire. Simplement, on sait très bien, les chefs d'établissement qui sont dans la salle le savent, ou les inspecteurs le savent, tout cela devient coûteux dès lors qu'on travaille sur des effectifs réduits. Et donc il faut véritablement réfléchir à la taille des groupes qui font l'objet de ces expérimentations, aux solutions pédagogiques qui sont adaptées, sachant que les textes actuels réglementaires qui organisent la distribution des moyens dans les sections de techniciens supérieurs permettent ces modalités. Je le dis souvent parce que, notamment en direction des enseignants, pour lesquels, et peut-être même des chefs d'établissement d'ailleurs, pour lesquels cette réalité n'est pas totalement maîtrisée, les grilles horaires de BTS, les horaires qui sont dus à l'élève, la seule réglementation, ce sont des horaires annuels. Les horaires hebdomadaires, ce sont des horaires indicatifs. Rien ne vous empêche, quand je dis vous, je m'adresse au chef d'établissement, rien ne vous empêche, dans le strict respect du statut des enseignants, de mettre en place des projets pédagogiques, des organisations d'emploi du temps, dans une logique, en accord bien sûr avec les enseignants, les équipes, ça va sans dire, mais bon, dans une logique annuelle ou semestrielle ou bisannuelle, avec, par exemple, une période dite de SAS où vous allez faire du renforcement en enseignement général ou je ne sais pas quoi, enfin bref, vous adressant à des publics d'origine variée. Et par exemple, un autre sujet, on évoque les bacs pro, mais aussi, pourquoi pas dans le cadre de relations avec l'université, travailler sur la question d'intégration d'élèves qui se seraient orientés vers une première année, une L1, et qui, au bout de 2 mois, 3 mois, chercheraient à se réorienter et voudraient réintégrer une classe de BTS. Maintenant, sur la question, il y a juste un point que je voudrais, leur tourne, mais sur lequel je voudrais reprendre. Je ne suis pas certain que la classe de première d'adaptation ait vocation à disparaître, comme vous venez de le dire. Elle a vocation à disparaître par rapport à son vivier actuel, son alimentation via les BEP. Mais je pense que le dispositif, il faut bien conserver l'idée que, et je l'évoquais dans mon propos, qu'il faut néanmoins conserver la possibilité pour des jeunes qui seraient dans la voie professionnelle et qui, au bout de 1 an,
se dirait, moi finalement j'ai envie de faire un BTS et comme je veux faire responsable d'hébergement et que là manifestement avec les 2 langues, avec la dimension internationale, la culture générale, etc., il faut que je fasse un bac techno plutôt qu'un bac pro, il faut lui conserver la possibilité de réintégrer une voie technologique. Je crois que c'est un élément. Alors le dispositif sera sans doute un peu plus souple. En termes de carte, il n'y aura peut-être pas une première d'adaptation au sens strict, mais le processus d'adaptation devra être maintenu. Je pense. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Alors, 2 petites questions. La première, c'est la certification intermédiaire. Si j'ai bien compris, on s'orienterait vers le BEP, ce qui induit d'office la bivalence, cuisine-service. Et dans ce cas-là, comment l'intégrer au bac pro si on veut concentrer les enseignements sur une option ou une autre? Et la deuxième petite question, c'est quid des mentions complémentaires, de celles de niveau 5, positionnées niveau 5, dans la mesure où vivier CAP est quand même beaucoup plus restreint que le vivier bac pro. Et alors, est-ce qu'on passe toutes les mentions en niveau 5 ou est-ce qu'elles sont amenées à disparaître ou comment les gérer? Sur vos 2 questions, j'ai peur que ma réponse ne vous satisfasse pas complètement. Les 2 questions sont entre les mains des professionnels. Et voyez bien que sur le devenir des mentions complémentaires, qui ont été construites en réponse à des demandes des professionnels de spécialisation à partir de compétences de base définies au niveau 5 et des besoins très spécifiques. Ce sont les professionnels qui ont demandé l'instauration de ces mentions complémentaires. C'est à eux de nous dire leur positionnement suite à cette rénovation. C'est à eux de nous dire si effectivement ils souhaitent les maintenir en niveau 5, donc post-CAP ou les monter au niveau 4, enfin en post-bac pro. J'ajoute, par rapport à la question que vous avez évoquée de celle du vivier, que vous voyez bien ce que j'évoquais tout à l'heure, que si on ne prend pas garde en termes de structure à développer les CAP en lieu et place, pas en totalité, mais des BEP sont là, on va se trouver dans une situation extrêmement difficile. Et que la vision très réductrice d'un certain nombre de personnes qui disent c'est pas compliqué le bac pro 3 ans, on prend tous les BEP, on les met en bac pro 3 ans, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Hein, et qu'effectivement, il faut penser parallèlement le développement des cartes de CAP. Bon, et dans l'hôtellerie, nous n'y échapperons pas. Sur la certification intermédiaire, le sujet est extrêmement délicat. Parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que les professionnels ne sont pas unanimes sur la question et voient cette question, cet objet pédagogique non identifié, avec beaucoup de circonspection et de distance, n'est-ce pas? Et que cette modalité qui a été introduite finalement, alors qu'elle n'était pas prévue au départ dans le dispositif de voie professionnelle, à la suite d'un certain nombre de remarques sur les risques de sortie sans qualification, on voit bien que dans le paysage, elle a quand même du mal à s'installer. Alors, on voit bien par exemple sur l'alimentation, sur le secteur de l'alimentation dont on n'a absolument pas parlé, mais qui est un secteur qui... Les options ont été diverses. Hein. Certains professionnels ont dit c'est du CAP, d'autres ont dit c'est du BEP. On prend du BEP existant, on prend du CAP existant, on en crée un autre. Bon, les différentes options sont ouvertes, quoi. Bon. Là, que diront les professionnels sur le sujet? Je ne peux pas vous dire. Leur religion n'est pas faite. Hein, leur religion n'est pas tranchée. On peut espérer quand même. On peut espérer. Là, je vais terminer sur des propos très personnels. Alors bien évidemment, c'est toujours une figure de style de dire. Je vous remercie de ne pas le répéter quand on est dans une réunion publique, mais voilà, c'est un avis. Après tout, il vaut ce qu'il vaut. Je pense que d'ici quelques années, je formule le vœu que nous n'ayons plus à parler de la certification intermédiaire dans quelques années. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bien. Oui, Madame Baffy. D'ailleurs, maintenant, on parle de diplôme intermédiaire. Oui, d'ailleurs, comme le fait remarquer Alain Henriet, on parle de diplôme intermédiaire.
Comme on parle de profession intermédiaire, comme on parle de diplôme intermédiaire, qu'on fait, enfin, bon, bref, passons. On ne va pas faire de mauvais esprit sur cette question. Je vous remercie de vous être levé des potrons minés pour cet échange et vous souhaite une bonne fin de séminaire. Et pour ceux qui resteraient à Tours, un bon séjour.